Un témoignage en vidéo qui a été enregistré il y a quelques jours, donc c'est encore tout frais, en compagnie de Vincent Ducret. C'est sur cette thématique ô combien importante de la RSE et de son développement durable pour infléchir la stratégie globale des grands groupes, s'il vous plaît, évidemment. Et pour en parler, il est très bien placé, c'est le président du C3D, Fabrice Bonifay, qui nous fait donc une intervention en vidéo que je vous propose de regarder tout de suite, maintenant. Fabrice, bonjour. Bonjour Vincent. Vous êtes le directeur du développement durable, qualité, sécurité, environnement du groupe Bouygues et président du C3D, le collège des directeurs du développement durable. Oui. Alors, l'idée, c'était de nous rappeler de manière un peu rapide, effectivement, le rôle et les missions du C3D qui sont évidemment développées et accélérées au fur et à mesure du temps. La raison d'être du C3D, c'est la mode de parler de raison d'être, c'est d'accompagner ses membres. Donc les membres, c'est essentiellement des responsables RSE de grandes entreprises, il faut le dire. On a un petit peu moins de 300 membres au C3D aujourd'hui. Dans la mise en place des démarches RSE dans les entreprises, ça nécessite maintenant des compétences vraiment pointues. Et donc le but du C3D, c'est que les membres puissent échanger leurs pratiques, acquérir des nouvelles méthodes et outils pour être plus efficaces dans leur mission et rendre service à leur entreprise. Donc voilà, rapidement, ce que recouvrent les activités du C3D. Super, bravo, beau développement. Quels sont les grands défis du coup des directeurs et des directrices du développement durable dans les prochains mois par rapport à ce que vous voyez, les échanges que vous pouvez avoir, surtout en relation avec les sujets de l'inflation et de l'énergie qui sont du coup prépondérants? Bon, l'inflation, franchement, on ne peut pas faire grand-chose. Par contre, les grands sujets prégnants là, pour les directeurs RSE, il y a quand même tout un paquet réglementaire qui est en train de nous arriver, là, même s'il y a des velléités de ralentir, paraît-il. Les Allemands font beaucoup de pression pour qu'on n'aille pas trop vite, mais donc il y a la CSRD, la taxonomie qui est déjà là, mais qui va étendre son spectre avec l'arrivée des nouveaux objectifs, et puis le devoir d'exigence européen. Donc tout ça, il va falloir qu'on digère ce corpus de régulation et qu'on change bien sûr la façon dont on va organiser le reporting pour rendre compte par rapport à ces nouvelles exigences. Donc ça consomme une belle bande passante déjà des responsables RSE. Et puis le sujet principal, c'est la transformation des modèles d'affaires, parce que si on crée la valeur comme on l'a toujours créée, on va toujours continuer de créer et générer plus exactement des externalités négatives qui sont complètement incompatibles avec la maintenabilité des systèmes économiques aujourd'hui à court terme. Et donc la première mission, moi je dirais, d'un responsable RSE, c'est d'accompagner le management dans la façon dont l'entreprise va pouvoir shifter son modèle, arrêter les business écocides ou les transformer si c'est possible, et puis imaginer des nouveaux business plus compatibles avec les limites planétaires. Donc là-dessus aussi, il y a des méthodes, il y a des outils pour pouvoir faire cette analyse. Et c'est tout le rôle du C3D d'accompagner les membres dans ces objectifs vraiment qui sont vraiment fondamentaux. Donc il y a une double échéance, l'échéance de la compliance, donc, qui va se dérouler entre maintenant et 2026. Et puis la transformation des modèles, c'est maintenant, parce qu'on sait très bien que transformer un modèle, entre l'idée de le transformer et que ça devienne opérationnel, que les solutions commerciales soient sur le marché et que les clients puissent les apprécier, pour certains business, c'est très long. Ça dépend dans quel secteur vous opérez, mais ça peut être très long. Donc, vu le temps qui nous reste, il faut commencer maintenant. Très bien. Alors, pour transformer tout ça, bien sûr, c'est associé à des enjeux de gouvernance. Et ça serait intéressant de vous entendre sur l'influence progressive du coup des directions RSE, des directions impact, et donc cette influence au niveau des COMEX pour vraiment peser sur la stratégie globale, entre autres des grands groupes, sur les orientations des COMEX, et puis arriver à les embarquer dans ce grand défi. Quels sont un peu les retours que vous avez dans l'influence vraiment maintenant prépondérante et l'arrivée au COMEX de certains profils? Alors, c'est bien que tu parles d'influence, parce que l'influence, on l'a si on est crédible. Et pour être crédible, il faut être compétent. Donc, les responsables RSE s'appuient en fait sur des faits scientifiques. Et donc, ça donne beaucoup de crédibilité, parce que bon, on peut négocier avec tout, mais les faits scientifiques, ils sont là, il s'est avéré, prouvé, ça fait des décennies qu'on sait qu'on va de travers, on n'avait pas écouté la science, hélas. Maintenant, on se rend compte à l'évidence avec les phénomènes météo exceptionnels qui arrivent et qui sont de plus en plus récurrents en fréquence, en gravité. Donc là, maintenant, il faudrait quand même aveugler les sourds pour ne pas percevoir qu'il y a quand même un petit problème et qu'on ne peut pas continuer comme ça, sinon on va aggraver la situation.
Donc c'est clair que les directions RSE qui n'avaient pas été beaucoup entendues il y a encore une vingtaine d'années au démarrage de tout ça, c'était un peu, comme je dis souvent, la plus importante des choses secondaires. Ça vient maintenant à l'agenda des comités exécutifs parce que au début, c'est vrai que c'était on va essayer de faire un peu mieux ce qu'on a toujours fait, mais sans trop rien changer. Maintenant se pose la question de la pérennité du modèle. Et là, les responsables RSE n'ont pas forcément la solution, parce que ce serait trop simple, mais au moins peuvent poser les données du problème et apporter des méthodes pour trouver la solution. Trouver la solution par l'innovation, par la capacité des collaborateurs à réinventer la façon de produire la valeur économique sans détruire la valeur écologique. Et souvent, les solutions, les collaborateurs les ont, dès lors qu'ils comprennent mieux, ils comprennent bien aussi les données du problème. Donc, c'est des nouvelles contraintes qu'il va falloir qu'on intègre dans les modèles de conception de solutions. Et ça tombe bien, les ingénieurs, les techniciens, ils adorent quand il y a des nouvelles contraintes parce que ça génère chez eux une soif de créativité, d'innovation. Et heureusement, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle, on peut pratiquement dans tous les secteurs d'activité continuer de gagner sa vie sans être prédateur des écosystèmes et sans exercer trop de pression sur l'environnement. Et même plus du tout, parce que l'objectif, c'est d'arriver à la neutralité carbone planétaire en 2050. Et vu d'où on part, il est important de commencer tout de suite, vu qu'il faut à peu près faire décroître ces émissions de gaz à effet de serre d'environ 5 à 6% par an, en absolu, pour l'ensemble des secteurs d'activité. Donc on ne le fera pas sans innovation, on ne le fera pas sans remettre en question les modèles d'affaires, mais remettre en question les modèles d'affaires, c'est aussi de l'innovation. Il n'y a pas que d'innovation par la technologie, il y a aussi l'innovation par la façon de créer la valeur et puis de travailler en coordination avec ses fournisseurs et ses sous-traitants, parce qu'on sait que dans la plupart des entreprises, l'essentiel de l'empreinte carbone émane de précisément ce que l'entreprise achète et qui rentre dans la composition de ses propres produits. Donc sans partenariat avec ses fournisseurs, on ne va pas y arriver. Donc, on rentre maintenant dans un monde qui va être plus chaotique, on le sait, mais qui va être probablement, enfin on peut l'espérer pour les générations à venir, une frénésie de nouvelles façons de faire qu'il va falloir faire accepter aux parties prenantes, à commencer par le client, de manière à ce qu'on puisse maintenir une bonne cohésion sociale, qu'on puisse maintenir les salaires pour les gens, ne serait-ce que ça, mais avec une approche qui sera beaucoup moins écocide et prédatrice de ressources, comme on l'a fait depuis des décennies, parce que précisément, on n'a pas mis dans nos systèmes comptables notamment les mécanismes qui permettraient ou qui auraient permis de réparer ou de protéger ou de préserver les écosystèmes dont on a besoin pour faire le business, mais aujourd'hui, on ne nous demande pas de le faire, parce que le système comptable ne nous demande pas de le faire. Donc il va falloir qu'on se l'impose à nous-mêmes, en attendant que probablement la régulation finisse par l'imposer, ce qui n'est pas encore le cas, même avec la CSRD. Oui, alors c'est vrai qu'effectivement, on voit des notions d'économie régénérative ou contributive. Et donc, en fait, cette idée, effectivement, d'aller pas uniquement sur la baisse des émissions, mais au contraire, sur la régénération et sur la contribution. Et donc, est-ce que ces grands enjeux, un peu, ce sera la dernière question, c'est un peu la feuille de route, quelque part, et c'est les prochaines étapes que vous fixez avec les 3D. Et est-ce que vous voyez déjà, alors c'est intéressant, des cas, des initiatives, des choses qui montrent qu'en fait, heureusement qu'il y a des gens qui sont matures, qui sont en avance et qui lead quelque part l'initiative et qui sont des rôles modèles pour l'autre, pour d'autres. Est-ce que c'est un peu ce sentiment-là que vous avez ? C'est complètement ça, c'est ça notre feuille de route. Alors le vrai enjeu maintenant, je l'ai dit, c'est pas tellement de trouver de nouvelles solutions parce qu'elles sont là, mais il faut les perfectionner et puis surtout c'est la scalability, c'est l'accélération, leur diffusion, faire en sorte l'implémentation en fait de ces solutions pour le plus grand nombre, les faire accepter, aligner aussi la régulation par rapport à ça, parce qu'on a parlé des régulations intersectorielles, mais aussi il y a des régulations sectorielles qu'il va falloir faire évoluer. Donc on en est là aujourd'hui, le terreau est là, les graines sont plantées, il y a des pionniers, tu as raison Vincent, tu les connais, des pionniers qui d'ailleurs sont source d'exemple pour les autres entreprises, donc il faut les valoriser, ceux-là, il faut leur donner la parole, il faut que ces pionniers puissent s'exprimer pour montrer qu'il est possible de créer de la valeur autrement. Et puis donner envie à ceux qui sont un peu moins en avance de s'y mettre, parce que de toute façon, pour maintenir ce qu'on appelle la license to operate dans un monde où l'énergie va devenir plus rare, où les matières premières vont devenir plus rares, il va falloir faire preuve de plus de sobriété. Eh bien, il faut absolument que les entreprises qui sont en avance sur ces sujets,
donne l'exemple et soit une source d'inspiration pour les autres. Merci beaucoup et bonne continuation. On peut l'applaudir même à distance, ça marche, hein. Merci pour lui.